Herzl, Vie et destin. Théodore Herzl, Vie et destin, une série proposée par Philippe Bocara, présentée par Shlomo Malka, collaboration Paul-Henriette Lévy, une série réalisée avec le concours du Fonds Pincus. Réalisation technique, Patrick Elbaz. Philippe Bocara, bonjour. Nous en étions hier à l'arrivée à Paris de Théodore Herzl. Théodore Herzl est à Paris et il arrive à Paris avec un poste important, un poste prestigieux. Il est correspondant de la Neue Freie Presse. C'est un poste très convoité puisque c'est un des très grands quotidiens d'Europe centrale à l'époque. Voilà, c'est un quotidien qui a un peu le statut qu'avait en France Le Temps avant la Deuxième Guerre mondiale, ou qu'a eu Le Monde par la suite, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas c'était un petit peu l'organe officiel de l'intelligentsia et l'organe officieux du gouvernement. Alors la personne qui représentait à Paris la Neue Freie Presse était pratiquement aussi importante que l'ambassadeur d'Autriche à Paris. C'était un peu comme ça que cette fonction était perçue par les lecteurs et surtout par les gens que le correspondant était amené à rencontrer à Paris. Cette carte de visite de correspondant de la Neue Freie Presse permettait à Herzl d'être quelqu'un d'important pendant son séjour à Paris, et il a rencontré un très grand nombre de personnalités, aussi bien de la politique que des arts, que de la vie culturelle française. Et je vous rappellerai par exemple que Heinrich Heine, le grand poète dont nous avons parlé un petit peu dans un épisode précédent, a été lui-même correspondant à Paris, et lui-même était peut-être plus connu à l'époque en tant que correspondant qu'en tant que poète, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. Et comme Heine, il faisait à la fois des papiers, comme on dirait, politiques, et puis c'était un observateur surtout de la culture française, de la littérature, etc. Voilà, de la même manière qu'à Vienne, Herzl était devenu célèbre en écrivant des feuilletons, en écrivant des chroniques d'art, de théâtre, des chroniques littéraires, des chroniques d'humeur, et à l'époque pas de papier proprement politique. À Paris également, nous allons voir qu'il a touché à la politique de près, mais il y avait aussi énormément de papiers qui touchaient aux écrivains français de l'époque, aux pièces de théâtre, et à ce domaine-là. Plus tard d'ailleurs, on va lui-même réunira un certain nombre de ces feuilletons parus dans la Neue Freie Presse. Et il les fera paraître en ouvrage sous le titre, je crois, Le Palais Bourbon. Voilà, Le Palais Bourbon, c'est ce qui est, comme son titre l'indique, ce sont justement les chroniques politiques, c'est l'observation de la vie politique française dont nous allons parler dans un instant. Mais ce qui me paraît intéressant à noter déjà sur le plan strictement culturel, c'est que la période dont nous parlons, le début des années 1890, c'est l'âge d'or, pourrait-on dire, de la presse écrite en France. C'est l'époque où on vient de découvrir les journaux à grand tirage, les journaux à bas prix, lus par des grandes quantités de lecteurs, parce que depuis Émile de Girardin, on a inventé la publicité comme moyen de faire baisser le prix des journaux. Et il y a, si vous voulez, une espèce de rencontre entre ce phénomène complètement nouveau, révolutionnaire, du journal à grande diffusion populaire, et puis le contexte de l'affaire Dreyfus, qui va être le premier grand événement politique lu à travers ces fameux journaux à grande diffusion. C'est la première fois qu'une affaire politique va passer par le prisme de cette grande presse populaire.
Voilà, c'était un morceau d'Offenbach qui vivait, je crois, à la même période. Exactement, c'est un de ces intellectuels juifs assimilés qu'il a rencontré dans ses nombreuses fréquentations parisiennes. Alors, Théodore Herzl est correspondant d'un grand journal d'Europe centrale. Il va probablement, comme tous les correspondants de l'époque, il va à la Chambre des députés, il voit vivre la Troisième République avec ses tumultes et ses passions de l'époque. Oui, alors il a laissé des chroniques extrêmement intéressantes montrant en détail le fonctionnement de la vie parlementaire française. N'oublions pas que la Troisième République, c'était un régime parlementaire et, comme vous l'avez dit, très tumultueux, c'est-à-dire que les majorités étaient instables. Justement, Herzl a été témoin en 1893 d'une campagne électorale française et c'était la première fois en France que les mouvements socialistes faisaient une percée électorale. C'est la première fois qu'ils ont envoyé un groupe important à la Chambre des députés. Et Herzl a laissé des croquis, par exemple, de Jaurès dans ses débuts parlementaires, des croquis des différents grands orateurs français de son temps. Et n'oublions pas que une idée importante dans sa philosophie personnelle, pendant toute sa vie, ça a été l'idée de la responsabilité des élites, du sentiment un peu aristocratique, du fait que les hommes qui appartenaient aux élites avaient une charge particulière. Et la première chose importante que Herzl a découvert pendant son séjour parisien, ça a été une espèce de défaillance des élites françaises, des élites politiques, et la manifestation de ça la plus spectaculaire, ça a été le boulangisme et le scandale de Panama, n'est-ce pas? Au moment du percement du canal de Panama, il y avait évidemment une grosse compagnie qui avait été montée, et cette compagnie a fait faillite en 1889, et à partir de là, il y a eu un énorme scandale, peut-être le plus grand que la France moderne ait connu, plus que l'affaire Stavisky. Et pendant plusieurs années, ça a été au centre de la vie politique. Justement, le général Boulanger est apparu un peu comme un homme providentiel qui devait mettre de l'ordre au milieu de cette corruption que une grande partie de la presse dénonçait dans la vie politique. Et très vite, cette poussée boulangiste et ensuite cette poussée provoquée par le scandale de Panama a pris une coloration antisémite. Donc dans le même temps, Herzl a pu observer de près et avec beaucoup d'acuité une espèce de défaillance morale ou en tout cas intellectuelle des élites politiques, soit qu'elles faisaient preuve de corruption pour certains de ses membres, soit qu'elles étaient incapables de se justifier et de capter la confiance populaire pour la plus grande partie d'entre elles. Et d'autre part, Herzl assiste à la mise en mouvement d'un acteur complètement nouveau de la vie politique qu'on pourrait appeler les masses. Jusqu'à présent, les masses n'avaient pas été appelées à intervenir de manière permanente et de manière centrale dans la vie politique. Et justement, les masses font irruption à ce moment-là, sous deux formes principales. D'abord, c'est la naissance sur une grande échelle du mouvement socialiste organisé. Par exemple, on trouve dans les écrits d'Herzl de cette période le compte-rendu d'un meeting socialiste à Lille, dans la grande forteresse ouvrière, et il voyait ça avec pas mal de sympathie. Cette forme-là d'irruption des masses sous une forme organisée, avec un leadership qui les encadrait et qui essayait de leur donner une vision raisonnée de l'avenir politique, c'est quelque chose qu'il voyait avec plutôt de la sympathie, d'après les écrits qu'il a laissés. Et inversement, il y a l'irruption des masses sous sa forme la plus démagogique, les masses justement manipulées par les héritiers du boulangisme, avec cet état d'esprit antisémite qu'il a observé de très près. Il a beaucoup réfléchi sur ce qu'il appelait la naïveté des masses, sur le fait que des hommes politiques sans scrupules pouvaient les manipuler, et il a vu là une des clés de la vie politique moderne, et ce sera bien que c'est beaucoup plus tard qu'il en tirera les conséquences sur le plan de la solution du problème juif. En tout état de cause, c'est à ce moment-là qu'il a observé cela et qu'il en a fait un des acquis de sa pensée. Et c'est aussi l'époque des attentats anarchistes qui sont une des formes de la crise politique. Exactement. Les attentats anarchistes sont d'abord, on pourrait dire, un reflet de l'impopularité des hommes politiques de ce temps.
Le fait que un certain nombre d'individus isolés estiment qu'avec des actions spectaculaires de violence, on pourra mettre à bas le régime, c'est donc que ce régime est impopulaire et même qu'il est perçu comme étant fragile. D'ailleurs, Herzl assiste au procès de Ravachol, qui était le grand terroriste de l'époque. C'était un procès qui a beaucoup marqué cette époque, en 1893, et Herzl avait de la sympathie pour l'accusé. Il emploie les mots à son propos de la volupté d'une grande idée et la volupté du martyr. Donc là encore, ce sentiment un peu aristocratique, il l'appliquait à Ravachol, mais d'un autre côté, il avait été frappé par la faiblesse du jugement et il voyait dans le fait que la justice a été plutôt clémente un signe de la crise du régime. Alors Philippe, c'est aussi le temps du French Cancan, comme on vient de l'entendre, c'est tout à fait l'époque. En tout cas, Théodore Herzl sort beaucoup à Paris. C'est un noceur, c'est un homme heureux. Eh ben, je pense qu'il appréciait beaucoup évidemment la qualité de la vie culturelle parisienne, qui était quand même perçue par les gens de cette époque comme étant un peu le centre du monde sur le plan de la culture. N'oublions pas, c'est très important que la France était à ce moment-là avait une place dans le monde qu'elle n'a plus du tout aujourd'hui. La France avait encore le deuxième empire colonial du monde, et puis surtout, même si c'était plus déjà tout à fait vrai au plan de l'économie, en tout cas, elle était perçue comme le stade le plus avancé de la culture universelle. Et d'autant plus que le journal La Neue Freie Presse, et Herzl personnellement, était très francophile. Et je vous rappelle, par exemple, avant d'être envoyé à Paris, on lui avait donné la consigne suivante: nos sympathies vont pour l'essentiel aux républicains opportunistes, c'est-à-dire le parti au pouvoir à l'époque à Paris. Nous autorisons avec joie notre correspondant, qui a pour tâche d'établir et de renforcer les contacts, à se montrer plus francophile encore que nous. Donc voilà son état d'esprit, mais on ne doit pas perdre de vue le fait que dans son intimité, Herzl était, pendant la période parisienne, toujours malheureux. Il était toujours dans une espèce d'impasse sur le plan de sa situation familiale. Déjà pendant l'été 1891, le moment où il a quitté Vienne pour Paris, où il a fait différents voyages, il y avait une véritable crise dans son couple avec sa femme. Sa femme l'a rejoint seulement plusieurs mois après à Paris, et les choses ne se sont jamais complètement arrangées. Il y a eu la naissance d'un troisième enfant qui s'appelait Trude, une petite fille, en 1893. Qui est née à Paris. Qui naît à Paris. Et on doit signaler aussi deux événements qui ont beaucoup blessé Herzl. C'est la mort de deux de ses deux meilleurs amis. Nous avons cité dans un feuilleton précédent Heinrich Kana, qui était un petit peu le complice de Herzl dans le domaine sur le plan de tout ce qu'il pouvait avoir de triste, c'est-à-dire tout ce qu'il pouvait avoir de désabusé par rapport au monde, de scepticisme. Et Heinrich Kana, c'était vraiment son confident le plus intime, et qui s'est suicidé justement quelques semaines avant que Herzl ne quitte Vienne pour rejoindre Paris. Et l'autre meilleur ami, c'était Oswald Boxer, un autre compagnon d'études, qui lui meurt au Brésil en janvier 1892. Et il y a quelque chose de symbolique dans les conditions dans lesquelles il est mort. Il avait été envoyé au Brésil pour enquêter sur les possibilités d'installer au Brésil des immigrants juifs russes par une société philanthropique juive de Berlin. Et lui, il n'était pas le complice de Herzl sur le plan de la tristesse, mais c'était au contraire
un petit peu l'aspect le plus dynamique, le plus vigoureux de Herzl. C'était celui qui lui donnait un peu l'exemple de l'assurance dans la vie. Et sa mort aussi a été une blessure profonde. Et ces deux personnages-là, Herzl ne va se réconcilier vraiment avec eux après leur mort que dans son futur roman Alt-Neuland, où ils apparaîtront sous d'autres noms comme des personnages clés. C'était Théodore Herzl, Vie et Destin. Une série